Dans l'actualité ce soir, le Premier ministre malien est à Ouagadougou. Soumeylou Boubèye Maïga a effectué un séjour de 24 heures dans la capitale burkinabé. Un séjour mis à profit pour échanger avec les autorités burkinabè sur la lutte contre le terrorisme et la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso. Quel bilan tiré de cette brève visite? La réponse à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, les associations travaillant pour l'accès à un logement décent au Burkina maintiennent leur marche-meeting pour ce jeudi 5 avril. Le ministre de l'Habitat qui les a rencontrés cet après-midi n'est pas arrivé à les convaincre. Les associations estiment que les arguments jusque-là avancés par le gouvernement sont du déjà-vu. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis dans cette édition, dans un entretien récent, le jeune prince saoudien Mohamed Ben Salman estime qu'Israël a le droit de vivre en paix sur son territoire. Une déclaration qui pourrait être considérée comme un signe de rapprochement entre Riyad et Tel Aviv et pourtant, l'Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël. Et puis, page entretien de ce journal, quel enseignement tiré de la 19e semaine nationale de la culture qui vient de s'achever à Bobo-Dioulasso il y a environ une semaine. L'innovation qui a consisté à supprimer la compétition au Jeux pénal cette année aura-t-elle été concluante? On en parle avec le ministre de la Culture qui sera notre invité. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Premier ministre malien est à Ouagadougou, arrivé ce mardi dans la capitale burkinabé. Au milieu des échanges avec les autorités burkinabè, la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne et la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso. Sur l'arrivée à Ouagadougou de Soumeylou Boubèye Maïga, le compte-rendu de Maxime Zongo. C'est à 8h50 que l'avion du Premier ministre malien a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue du Burkina, Paul Kabatieba, et une forte délégation du gouvernement. J'ai été chargé par le président Keïta de venir voir son homologue pour lui faire le point de la situation sécuritaire et générale au Mali. Et en plus de ça, donc avec mon homologue, nous allons procéder aussi à une analyse de notre situation réciproque parce que nous faisons face aux mêmes problématiques de sécurité. Parce que sur nos territoires respectifs, nous avons des groupes terroristes, des djihadistes, des groupes d'autodéfense et différents groupes armés qui sont plus ou moins instrumentalisés par les forces que nous combattons. Si les questions sécuritaires occuperont une place de choix dans les échanges, l'économie ne sera pas en reste. Proximité géographique et donc appartenance à un même espace économique oblige. Nous ne gérons pas que la sécurité, nous gérons aussi les perspectives de développement pour nos pays, pour nos populations. Nous allons en même temps aborder des questions relatives aux perspectives que nous pourrions construire ensemble, en particulier dans notre zone transfrontalière. Audience avec le chef de l'État, séance de travail sur la création d'une zone économique, recherche de perspectives afin de créer davantage d'opportunités, notamment au profit des jeunes. Bref, c'est un séjour de 24 heures qui ne sera pas du tout repos. La visite du Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga a pris fin cet après-midi. Les deux premiers ministres du Burkina et du Mali ont à l'occasion donné un point de presse sur les échanges et des projets discutés au cours de cette visite. La sécurité, la coopération inter-États, le partage des renseignements, l'économie, le développement, autant de questions abordées au cours de ce face-à-face avec les journalistes, le compte-rendu de Konsoum Koulibaly et de Oumar Zombré. Le renforcement de la coopération bilatérale, la lutte contre le terrorisme et le développement, voici le menu principal de ce point de presse animé par Paul Kabatieba et Soumeylou Boubèye Maïga, respectivement Premier ministre du Burkina et du Mali. Dans le viseur des groupes terroristes depuis un certain temps, le Mali et le Burkina Faso prennent à bras le corps cette question. Pour restaurer la sécurité et mettre hors d'état de nuit les nébuleuses du terrorisme, ensemble, les deux pays conviennent de raviver les mécanismes de la coopération sous toutes ses formes. Nous avons estimé qu'il était absolument important que nous puissions relancer tous les mécanismes de coopération que nous avons au niveau transfrontalier d'abord, au niveau de nos régions, non seulement
au niveau des appareils administratifs et étatiques, mais même au niveau des organisations de la société civile, au niveau des élus locaux, pour que nous ne puissions pas laisser aucun espace libre pour tous les éléments qui veulent amener la déstabilisation dans nos pays. Cette question du terrorisme ne peut être résolue uniquement par les armes, foi des deux premiers ministres. Pour eux, il faut un travail de fond, et ce travail de fond commence par le développement économique des régions menacées, d'où un projet de création d'une zone spéciale. C'est une sorte de zone économique spéciale qui irait donc de la région de Sikasso au Mali, en venant donc à la région donc de Bobo-Dioulasso, pour remonter jusqu'à la zone de Bouaké en Côte d'Ivoire. Ça fait un triangle, mais un triangle qui chevauche les trois pays et qui serait une sorte de îlot sur lequel nous pourrions tester différentes politiques de développement en faveur de nos populations. En clair, l'objectif de cette zone est de barrer la route au terrorisme à travers la redynamisation de l'économie des zones menacées. Paul Kabatieba est attendu dans les jours à venir à Bamako pour poursuivre les échanges sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Au cours de sa visite, Soumeylou Boubèye Maïga a été reçu par le président du Faso, le chef du gouvernement malien, d'y être porteur d'un message de son président Ibrahim Boubacar Keïta. Le message est adressé à son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. L'audience s'est tenue au palais de Kosiam et a permis de revenir sur des questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, comme vous pouvez le voir sur ces images. On reste à Kosiam, où le secrétaire exécutif de l'OTIS, l'organisation du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, était aussi au palais présidentiel. Lassina Zerbo est allée présenter au chef de l'État burkinabé un prix sur la diplomatie scientifique qu'il a obtenu aux États-Unis. L'obtention de ce prix lui donne l'idée de mettre en place un cadre pour le rayonnement international des jeunes burkinabés. Explication avec Draman Guéné. C'est ce prestigieux prix que Lassina Zerbo est venu présenter au président du Faso. Le prix de la diplomatie scientifique décerné au secrétaire exécutif de l'Organisation du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires. Ce prix de l'Association américaine pour le progrès de la science, Lassina Zerbo le dédie à tous les Burkinabés. Quand on parle de prix de l'avancée des sciences reçu par Lassina Zerbo, on dit d'abord par le Burkinabé Lassina Zerbo. Ça, c'est déjà vendre le Burkina à l'extérieur. On parlait de la Semaine nationale de la culture. Et vous avez vu, je disais que chaque Burkinabé à l'extérieur est un ambassadeur de son pays. Donc, il faut faire honneur au pays et s'assurer quand même qu'on amène cette intégrité qui est connue et reconnue des Burkinabés et dans le cadre international. Le docteur Lassina Zerbo veut mettre ce prix au service du Burkina et de la sous-région afin de participer à la promotion des cadres locaux à l'international. C'est essayer d'amener un cadre de réflexion où on ne fait pas seulement, il n'y a pas seulement la science pour la science et la diplomatie pour la diplomatie, mais amener les experts de toutes parts, que nous soyons dans le développement durable, que nous soyons dans la lutte contre la pauvreté, la médecine. Et quand ces politiques-là sont menées sur le plan international, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau des cadres sous-régionaux, il faut d'abord voir quelle base scientifique on peut amener pour accompagner ça. Et moi, je pense que le fait d'avoir eu ce prix m'amène à penser, à ancrer cela dans l'esprit des gens, dans l'esprit des jeunes. Par cette présentation de la distinction, Lassina Zerbo remercie le président du Faso pour son soutien à l'international, soutien de la diplomatie politique à celle scientifique. Autre titre de l'actualité ce soir, les associations œuvrant dans le domaine de l'accès à un logement décent au Burkina Faso ne vont pas surseoir à leur marche-meeting prévue ce jeudi 5 avril. Le ministre de l'Habitat, qui est allé à leur rencontre cet après-midi, n'a pas pu les convaincre. Pour le ministre de l'Habitat, les préoccupations posées par les associations sont déjà prises en compte à travers divers projets, notamment le projet de restructuration, mais aussi le projet 40 000 logements. Mais pour les associations, c'est du déjà entendu. Elles maintiennent donc leur marche-meeting pour exiger du gouvernement burkinabé de meilleures résolutions des questions posées. Rasmane Zoundi, Zalissa Sanfo pour les détails.
Les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'accès à un logement décent au Burkina Faso maintiennent leur marche-meeting du jeudi 5 avril 2018. L'information est donnée ici après plus de 2 heures d'échange avec le ministre en charge de l'habitat. Pourtant, pendant ces 2 heures d'échange, Maurice Bonané avec ses services techniques ont affirmé, images et exemples à l'appui, que toutes les préoccupations exposées ici ont été déjà prises en compte dans les différents projets et programmes en cours dans son département. C'est une question de temps et le ministre demande à ces associations de surseoir à cette marche-meeting. La marche n'a pas sa raison d'être tout simplement parce que tout ce qui est prévu comme préoccupation dans ce qui nous ont transmis pour la marche, tout est en cours. Maintenant, on peut demander que nous puissions accélérer l'ensemble des processus, mais les processus là peuvent être accélérés avec la contribution de tout un chacun. C'est du déjà vu, c'est du déjà entendu selon ces organisations de la société civile. Le ministère de l'Habitat n'a pas convaincu. Alors ce jeudi, elles promettent battre le pavé pour insister et exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative minimale. Premièrement, nous demandons des audits sérieux sur les opérations de lotissement, des audits qui vont associer les structures, les associations, les organisations en lutte pour la défense du droit au logement. Ensuite, nous demandons que l'on mette fin aux activités des sociétés immobilières qui, pour nous, compromettent gravement les chances des populations d'avoir accès à un logement décent. Et l'autre aspect de la plateforme minimale, c'est quoi? C'est que nous demandons à ce que l'État s'investisse dans la construction de logements sociaux au profit des populations démunies. Et nous disons qu'il faut mettre fin au projet de création de bidonvilles, masqués sous le faux masque de restructuration. De tous ces points-là, nous n'avons pas eu satisfaction à l'issue de ces échanges de ce soir. Et ces associations promettent, cette marche sera pacifique. À l'issue de la marche, elles tiendront un meeting devant le ministère en charge de l'habitat pour expliquer à la population le contenu de cette plateforme revendicative. Le Conseil économique et social CES à la rencontre des forces vives des 13 régions du Burkina. Une tournée pour rendre compte directement des activités 2017 du Conseil, mais aussi pour cet exercice, la question des habitats spontanés, appelée encore non lotis, est revenue sur la table des échanges. Le CES en région a surtout insisté sur la contribution des populations dans la lutte contre le terrorisme. Nyarkiteda. 2017, une année difficile pour le Burkina, note le Conseil économique et social, d'où une relance économique au ralenti. Les attaques terroristes et les remous sociaux sont passés par là. Quand on combine tout cela, après la transition, nous voyons qu'il y a eu comme un blocage par les attaques terroristes, un blocage aussi dû à nos propres activités. C'est en substance le contenu des résultats des réflexions des 90 conseils du CES. Des résultats présentés ce mardi 3 avril à Kourougou, au Fort Vif de la région du Centre-Ouest. Au regard de la situation, Moïse Napon et son équipe sont donc au contact des leaders d'opinion avec un message empreint de plaidoirie. Premièrement, il faudrait que nous cherchions tous la paix. Il faut que chaque Burkinabé se mette à la tâche et que nous disions que nous devons être des constructeurs, nous devons construire un pays. Notre petit pays peut être un beau pays si tout le monde met la main à la pâte et si tout le monde considère que l'intérêt de ce pays est au-dessus des autres intérêts, que ce soit des intérêts personnels ou des intérêts corporatistes. Les populations doivent être également guidées par cette même philosophie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est à ce seul prix que l'on pourra sécuriser l'économie nationale, selon le rapport du CES. Le CES déplore également la prolifération galopante des habitations spontanées. L'institution espère tout de même qu'au bout de sa tournée dans les 13 régions, des solutions concertées vont être trouvées à la problématique du foncier au Burkina.
La Banque mondiale finance des projets et programmes au Burkina sur l'environnement pour aider à mieux cerner les questions de gestion environnementale et sociale. La banque a réuni les acteurs de ces projets et programmes pour une rencontre d'immersion. Il s'agit de les outiller sur la mise en œuvre et le contrôle des plans de gestion, mais aussi de surveillance et de suivi. Une condition essentielle pour gagner le combat de la lutte contre les changements climatiques au Burkina. Les détails avec Nongba Kouda et Oumou Sissé. Les acteurs de l'environnement réunis autour d'une question cruciale, la nécessaire application de la procédure nationale d'évaluation environnementale, tant dans les politiques publiques que dans les projets et programmes. C'est une condition sine qua non pour gagner la lutte contre le changement climatique. C'est la conviction de la Banque mondiale. Vous êtes au courant de tous les changements qui se passent aujourd'hui au niveau planétaire, les changements climatiques. Et vous êtes aussi sensible au fait que c'est l'homme qui est au centre du développement. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour partager donc les nouveaux standards de la Banque mondiale avec tous les acteurs. Et nous assurer donc que ces standards qui vont se dérouler dans le cadre de la souveraineté du Burkina Faso ici, que ces standards-là sont appliqués dans les projets et programmes que nous appuyons ici. Tous ici sont convaincus, la prise en compte des questions environnementales et sociales est essentielle pour une mise en œuvre réussie des projets et programmes. C'est d'ailleurs une exigence des autorités burkinabées dans l'exécution du PN2ES. L'ensemble des projets et programmes pour un développement durable doit être soumis bien sûr à une étude environnementale et sociale. Il arrive des fois qu'un projet qui est accepté par la population peut être remis en cause le lendemain parce que tout simplement les populations pensent que l'engagement qui avait été pris par les acteurs n'ont pas été mis en œuvre. Donc pour nous aujourd'hui c'est d'échanger autour de l'ensemble de ces mécanismes pour permettre non seulement un investissement sécurisé mais une prise en compte bien sûr des préoccupations des populations. Dans les mois à venir, la Banque mondiale lancera un nouveau cadre de gestion environnementale et sociale pour répondre aux exigences nouvelles du développement. Et puis je l'annonçais en titre, page entretien de ce journal, nous revenons sur le bilan de la 19e Semaine nationale de la culture qui s'est achevée vendredi à Bobo-Dioulasso. Une semaine durant, près de 1300 artistes et environ 300 000 festivaliers se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour devenir à l'occasion la capitale de la culture burkinabé dans sa diversité. Le ministre de la Culture est avec nous. Il vient nous dresser un bilan de cette manifestation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous donner des éclairages sur la SNC 2018 qui vient de s'achever il y a moins d'une semaine. Et alors, à moins d'une semaine, quels sont déjà les enseignements qu'on peut tirer de cette 19e édition? En attendant d'avoir le rapport global du déroulement de la Semaine nationale de la culture, les premiers éléments que nous pouvons porter à l'attention de l'opinion, c'est que les principaux défis qui se plaçaient devant le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ont globalement été relevés. Lorsque l'on organise une telle manifestation, un premier problème, c'est comment on réussit l'adhésion populaire autour de la question, puisqu'il s'agit de la culture. Donc c'est comment faire participer le maximum de citoyens à cet événement. Pour ceux qui ont été à Bobo-Dioulasso durant cette semaine, on aura compris que les citoyens de la ville de Sia se sont mobilisés autour de la manifestation dans ces différents segments. Le deuxième défi que nous devrions relever au regard du contexte, c'était le défi sécuritaire. Il faut rappeler quand même que l'événement intervenait quelques semaines après les attaques malheureuses que notre pays a subies une fois de plus. Et nous revenait de démontrer à la face du monde que nous sommes capables d'organiser une si grande manifestation. Je rectifie les chiffres. Nous avions, c'est à peu près 2000 artistes qui ont pris part et nous avions à peu près 600 000 festivaliers qu'il fallait gérer de jour comme de nuit. Au bilan, il n'y a pas eu d'incident de ce point de vue.
Un troisième élément, c'est que, au regard des contraintes budgétaires de notre État, la SNC 2016 avait un budget de 750 millions. Nous avons réussi à peu près la même chose avec une enveloppe qui tourne autour de 600 millions. Donc, de ce point de vue, nous pouvons dire véritablement que nous sommes largement satisfaits de la façon dont la Semaine nationale de la culture s'est déroulée. On a parlé d'innovation, notamment l'absence de compétition au JPNAL, le Grand Prix national des arts et des lettres. Et est-ce que finalement l'expérience était concluante? Je pense que cette question, il va falloir que nous la tranchions globalement, puisque les avis sont partagés là-dessus. Est-ce que c'est une absence de compétition ou est-ce que c'est le souci de ne pas confronter des cultures différentes? Je pense qu'il y a une sorte d'incompréhension de ce point de vue. Mais globalement, au cours du déroulement de cette Semaine nationale de la culture, nous n'avions pas entendu d'opinion véritable pour dire qu'à partir du moment où nous n'avons pas organisé cette compétition, il y avait quelque chose qui manquait à la SNC. Non, bien au contraire, les ambassadeurs des 13 régions ont eu l'occasion de s'exprimer. Et donc, pour vous, la remise à plat de ces questions n'est pas à l'ordre du jour? Non, il est indispensable que, après de longues années d'organisation, nous partons vers la 20e édition. Il nous semble important, et nous avons reçu l'accord du chef de l'État là-dessus, que nous organisions une sorte d'état général de la Semaine nationale de la culture. Lorsque le président Thomas Sankara a lancé l'idée dans les années 84, qu'est-ce qu'il recherchait? Est-ce que le format dans lequel il a envisagé, ce format, il tient aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des aménagements à apporter? Autant de questions que le ministère ne peut pas dicter aux acteurs principaux que sont les hommes de la culture. Ensemble, nous allons nous retrouver dans les jours ou dans les mois à venir pour faire les états généraux de la Semaine nationale de la culture en vue de penser un nouveau format de la Semaine nationale de la culture, adapté évidemment au nouveau contexte, au nouveau monde. Il y a également le Kokodonda, ce pain qui est en vogue en ce moment, qui était également le pain officiel de la Semaine nationale de la culture pour cette édition 2018. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit le pain officiel de la SNC pour les éditions à venir? Alors, de ce point de vue, c'est une option du gouvernement qui consiste à valoriser tous les éléments du patrimoine culturel. Alors, il y a une très bonne évolution en termes de valorisation des tenues vestimentaires. On est passé progressivement du Faso d'Anfani, qui était une idée de la révolution du président Thomas Sankara. Aujourd'hui, sous l'ère du président Roch-Marc Christian Kaboré, à partir d'une initiative privée, le gouvernement s'est engagé aussi à valoriser le Kokodonda qui tire aussi son origine de la région où la Semaine nationale de la culture se tient. Je pense que l'expérience que nous avons tentée cette année a été appréciée par une frange importante de notre opinion. Il n'y a pas de raison que nous reculions là-dessus. Donc le Kokodonda, progressivement, devrait s'inscrire effectivement dans une sorte de tradition bien établie. Une chose est de primer les troupes lauréates, une autre c'est de procéder à leur promotion, la visibilité tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. On a vu que la caravane des lauréats a cessé de fonctionner depuis un moment. Et quelles sont les dispositions que votre département prend pour la promotion de ces lauréats, les spectacles qui ont été donnés à voir à cette 19e édition? Il est évident que la SNC ne servira à rien si c'est juste en une semaine permettre à des citoyens d'exprimer des aspects importants de notre culture et si ça ne devait que s'arrêter à ce niveau. Mais le ministère de la Culture a été confronté à un problème de ressources financières pour faire la promotion
des lauréats et créer une saine émulation. Mais de ce point de vue, encore une fois, le chef de l'État a pris un engagement. Il a d'ailleurs lui-même indiqué dans ses propos que nous n'allons pas continuer de dire que la culture est le socle du développement et continuer à donner une portion congrue du budget de l'État à ce secteur. Et le chef de l'État nous a instruit, nous, ministres de la Culture, des Arts et du Tourisme, à développer toutes les initiatives pour faire la promotion tant au plan national qu'au plan international des différents lauréats de la Semaine nationale de la culture. Et dans les jours et mois à venir, notre ministère va s'y atteler. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes venu échanger autour du bilan à chaud de la 19e Semaine nationale de la culture qui vient de s'achever à Bobo-Dioulasso il y a moins d'une semaine. Merci. Vous me permettrez aussi de vous dire merci et à l'ensemble des médias pour l'accompagnement effectif que nous avons noté durant cette Semaine nationale de la culture. Merci pour votre disponibilité. La suite de ce journal, les meilleures approches en matière d'éducation inclusive au Burkina Faso à l'aune des modèles innovants comme celui de l'UNESCO, l'UNICEF ou de l'OMS. Et l'ONG Light for the World veut promouvoir ces bonnes pratiques dans le pays. Il est question d'inciter les décideurs à tenir compte de ce qui existe déjà et de travailler à sa valorisation pour ne plus avoir besoin de réinventer la roue. Moussa Ouedraogo, Vincent Tiendrebego. L'information relative à la gestion et à la protection de l'environnement est désormais accessible à travers l'ouverture de ce centre d'information et d'animation environnementale à Fada. Ce cadre d'éducation à l'éco-citoyenneté est à l'actif du mouvement africain pour les droits environnementaux dans la région de l'Est. Cet espace sera utilisé pour les différentes communications, les cours d'éducation environnementale, les consultations donc, des différents documents qui sont sur place. Et le centre accueillera aussi des stagiaires parce que toute l'expertise est là dans la documentation. Et nous allons donc accompagner toutes les initiatives afin que les gens puissent intérioriser de bons comportements et conformément à nos textes et aux différentes conventions internationales. Et c'est avec enthousiasme que acteurs de développement, élèves et étudiants de la ville de Fada ont accueilli la création de ce centre. Que l'ouverture de ce centre-là, c'est un grand ouf pour les étudiants ainsi que les élèves parce que cela va venir booster la compréhension, la recherche de la compréhension de la nature en quelque sorte et savoir entretenir la nature et savoir comment est-ce que la nature fonctionne. Autour de l'inauguration, les jeunes ont eu droit à un panel sur l'éducation environnementale fondé sur la science et les saintes écritures. Un reportage de Chantal Ouedraogo sur l'éducation environnementale. À présent, nous allons suivre les meilleures approches en matière d'éducation inclusive au Burkina à l'aune des modèles innovants comme celui de l'UNESCO, l'UNICEF et de l'OMS. Et c'est un reportage signé Vincent Tiendrebego. Une éducation inclusive de qualité pour tous, c'est tout le sens de cette rencontre. Un forum de 4 jours initié par l'ONG Light for the World pour mettre en exergue quelques bonnes pratiques en matière d'éducation inclusive. Le forum qui s'est déroulé durant les 4 jours consistait à montrer les bonnes pratiques qui existent au niveau du Burkina en matière d'éducation inclusive, en mettant l'accent sur les 3 approches, l'éducation inclusive prônée par l'UNESCO, l'approche ECAM soutenue par UNICEF et la réadaptation à base communautaire soutenue par l'OMS. Il y a d'autres initiatives qui sont développées un peu partout dans nos régions et nous, on voudrait par ce forum montrer l'existence de ces bonnes pratiques et inviter les décideurs à tenir compte de ce qui est déjà mis en place au niveau national et au niveau opérationnel pour ne plus réinventer la roue. Promouvoir les bonnes pratiques, mais c'était aussi l'occasion de discuter des défis et des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l'éducation inclusive. L'une des importantes recommandations de ce forum était de mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées au cours des échanges. Et puis avant de poursuivre ce communiqué du gouvernement burkinabé relatif à la grève annoncée par la coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances,
Suite au préavis de grève de la coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances, prévu les mercredis 4 et jeudi 5 avril 2018, le gouvernement vient, par le présent communiqué, porter les informations ci-après à l'attention des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement, de ses usagers et de l'opinion publique. Selon les termes du préavis de grève, les organisations membres de la coordination exigent le respect des engagements des autorités par la reconduction du check-off au ministère des Finances, unilatéralement suspendu, la restauration de la dotation de carburant de fonctionnement aux agents supprimés par arrêté numéro 2017-54-1 du ministère du 26 décembre 2017, la mise en œuvre intégrale de tous les accords conclus entre nos différentes organisations syndicales et le gouvernement, le relogement des travailleurs du Minefid dans le bâtiment R+4 du Minefid, l'arrêt des réformes entreprises au sein du Minefid sans l'adhésion des travailleurs, la résiliation des contrats de vérification des importations avec les sociétés privées, l'adoption des statuts sécurisants pour tout le personnel du Minefid. Après le dépôt du préavis de grève adressé à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le gouvernement, fidèle à sa tradition de dialogue constructif, guidé par l'intérêt national, a instauré le dialogue avec la coordination et au cours des concertations qui se sont déroulées les 28, 29 et 30 mars 2018 sous la conduite du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Des réponses précises ont été apportées à chacune des préoccupations faisant l'objet du préavis de grève. Au regard des réponses apportées par le gouvernement, il apparaît des points de convergence notables sur l'ensemble des préoccupations de la coordination, en dehors du point sur les réformes qui seraient entreprises au sein du Minefid sans l'adhésion des travailleurs et de celui de l'adoption des statuts sécurisants pour tout le personnel du Minefid. C'est pourquoi le gouvernement tient à indiquer qu'il reste disposé à la poursuite du dialogue et appelle au sens de la responsabilité des partenaires sociaux du Minefid afin que les solutions satisfaisantes pour toutes les parties puissent aboutir. En conséquence, il invite la coordination à inscrire dans l'approfondissement des concertations propices à la satisfaction de ces préoccupations. Le gouvernement s'est compté également sur le sens de la responsabilité des travailleurs du Minefid qui appellent au travail les 4 et 5 avril 2017 et le gouvernement les rassure autant que les usagers que les dispositions sont prises pour assurer leur accès aux différentes administrations du Minefid. Il rappelle aux travailleurs du Minefid que les absences non justifiées seront sanctionnées conformément aux dispositions réglementaires. Le gouvernement réaffirme son entière disponibilité au dialogue social dans le respect des lois de la République et c'est signé le ministre en charge de la communication porte-parole du gouvernement. La suite de ce journal, la saison des pluies approche et les producteurs du Moungbin, une légumineuse introduite dans le pays il n'y a pas longtemps. Cette légumineuse résiliente à fort taux de rendement de l'avis de ses producteurs. Et pour cette campagne, environ 5000 tonnes de légumineuses est attendue. Vincent Tiendrebego. Les producteurs du Moungbin préparent déjà la prochaine rentrée agricole. Organisée au sein de l'association Burkimbi Bara, les responsables de cette association dans les 13 régions sont réunis pour tracer les sillons d'une meilleure campagne agricole. Nous avons échangé, nous avons partagé de comment nous allons nous organiser cette année pluvieuse-là, 2018-2019. Chacun va produire ses besoins et nous allons les satisfaire afin qu'après les 3 premières pluies du mois de juin, les gens vont aller à la semence. 5000 tonnes de Moungbin, c'est l'objectif que les producteurs se fixent pour cette campagne.
La barre est placée haut, mais l'Arlé Naba et ses équipes tiennent à y parvenir. Cela est réaliste. Cette année, nous avons des milliers et des milliers de paysans qui ont adhéré à la culture de cette légumineuse. C'est une légumineuse qui est résiliente, qui produit à partir de 45 jours en contre-saison et à partir du 55e jour en saison pluvieuse, il commence à produire. Sur une superficie de 0,25 hectares que j'ai mis sur le centre de transfert à Dédougou, précisément à Badala. Et le promoteur, qui est M. Zoromé Adama, a fui, il a arrêté de récolter malgré qu'il y a le produit. Parce que chaque 3 jours, il doit récolter. Il a déjà 600 kilos qu'il a eu sur 0,25. 0,25, je précise que c'est un hectare divisé par 4. Une production qui veut s'étendre à toutes les régions du Burkina par l'engagement de l'association Burkimbi Bara. L'association vient d'obtenir sa reconnaissance officielle pour œuvrer au développement, surtout à la lutte contre la faim, sous le leadership de l'Arlé Naba Tigré. Le Centre du roi Salman d'Arabie et 2 ministères du Burkina signent un accord pour aider les personnes vulnérables. Ce 2 avril, dans le cadre de ce partenariat d'ailleurs, le Centre Salman a fait don d'un important lot de médicaments et de matériel de nettoyage. La valeur est estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Ismaël Diloma Sirima. Des médicaments, du savon et du matériel d'hygiène pour les femmes font partie de la première tranche du don du roi Salman d'Arabie Saoudite. Ce don, d'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA, entre dans le cadre de l'engagement du Royaume d'Arabie Saoudite pour soutenir le gouvernement burkinabé. Nous voulons remercier d'abord l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui nous a accueillis dans sa demeure pour ce don-là et remercier le roi d'Arabie Saoudite et le Centre Roi Salman pour ce don qui va en droite ligne également pour la gratuité des soins des femmes et des enfants. Ce don-là va soulager un tant soit peu les patients et aider également à l'avancée de la gratuité des soins. En plus de cette première tranche de matériel, d'autres stocks seront bientôt mis à la disposition du ministère de la Santé et aussi celui en charge de la solidarité nationale. Ces derniers devraient ensuite les acheminer aux différents bénéficiaires. En Arabie Saoudite même, l'arrivée du prince Mohammed Ben Salman à la tête de l'Arabie Saoudite est en train d'apporter un changement, une nouvelle ère dans le pays. Dans un entretien récemment, le jeune prince estime qu'Israël a le droit de vivre en paix sur son territoire, une déclaration qui pourrait être considérée comme un signe de rapprochement entre Riyad et Tel Aviv, et pourtant l'Arabie Saoudite ne reconnaît pas Israël. Regardez. Dans une interview réalisée avant les dernières violences dans la bande de Gaza, le prince héritier d'Arabie Saoudite estime que son pays n'a pas de problème avec les Juifs. Il affirme qu'Israël a droit à son État-nation, tout comme les Palestiniens, mais qu'un accord de paix doit assurer la stabilité de chacun pour avoir des relations normales. Ce serait donc un nouveau signe de rapprochement avec l'État hébreu, un rapprochement qui se ferait face à un ennemi commun dans la région, l'Iran chiite. Les tensions sont croissantes entre Téhéran et Riyad. Dans cette interview, Mohammed Ben Salman a d'ailleurs comparé les ambitions territoriales du guide suprême Ali Khamenei à celles d'Adolf Hitler au temps du nazisme. À côté du guide suprême iranien, Hitler semble gentil, a-t-il lancé. Hitler a tenté de conquérir l'Europe, le guide suprême tente de conquérir le monde. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment présenté son pays comme l'indispensable allié des pays arabes opposés à Téhéran. L'équilibre géopolitique de la région est en train de se redessiner. Et puis le président sud-africain a salué la mémoire de Winnie Mandela, héroïne de la lutte contre l'apartheid et ex-épouse de Nelson Mandela. Winnie Mandela, décédée ce lundi, aura droit à des funérailles nationales. Quelques 200 personnes se sont rassemblées devant la maison de Winnie Madikizela Mandela à Soweto après l'annonce de sa mort. Ils ont chanté et dansé. Des ministres et le président lui-même, Cyril Ramaphosa, sont venus lui rendre hommage. Des funérailles d'État seront organisées le 14 avril, qui seront précédées par une cérémonie le 11 avril. Winnie Mandela a eu un formidable impact sur le continent africain. On se souviendra d'elle comme une personne vaillante et courageuse.
Winnie Mandela s'était imposée comme une égérie de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela en prison. Elle a divorcé en 1996. Celle que l'on surnomme la mère de la nation a par la suite été impliquée dans différents scandales, enlèvements, violations des droits de l'homme, corruption. C'était une icône de la libération et puis quelque chose a terriblement mal tourné, explique à son propos Desmond Tutu. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Sortie médiatique du Parti de l'indépendance du travail et de la justice, Soumane Touré accuse les autorités coutumières et religieuses d'être à la base de l'instabilité politique chronique au Burkina, rapporte aujourd'hui au Faso. Pour l'observateur Palga, c'est du Soumane tout craché pour qui il faut balayer militairement si possible l'actuel régime, car Roch, qui n'a pas pu construire l'hôtel des députés en 11 ans de présidence à l'Assemblée nationale, ne peut construire une nation. Lit-on dans ce journal. Au même moment, Eddy Kombouego tire à boulet rouge sur les journalistes. Il leur en veut d'avoir transformé ses propos et les accuse d'être à la solde du MPP pour lui créer des problèmes. Quoi qu'il en soit, des militants CDP se proposent de se sacrifier pour le retour de ce parti au pouvoir, rapporte l'observateur Palga. Dernière nouvelle du procès tant attendu, mais qui s'avère bien peu intéressant, comme nous le souligne l'Express du Faso. 9 prévenus sont sommés de rentrer au plus tard le 9 avril prochain, indique le pays. Pendant ce temps, l'observateur Palga indique que les avocats Alidou et Zampalegré se déportent et c'est ce 6 avril l'audition des inculpés pour le grand déballage de ce procès du putsch manqué, signale Sidoya. À l'international, Winnie Mandela n'est plus depuis le 2 avril 2018, affiche le journal de tous les Burkinabés. La passionnariat de la nation arc-en-ciel entre dans le panthéon des lutteurs pour l'émancipation des Noirs, d'après aujourd'hui au Faso, même si pour l'observateur Palga, l'égérie anti-apartheid affectueusement appelée la mère de la nation quitte définitivement les siens comme une héroïne maudite de la divinité grecque. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.